Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un thème qui revient très souvent aujourd'hui et surtout après la débâcle qu'on a pu avoir avec FTX, Celsius, Voyager, etc. etc. On entend de plus en plus parler de la proof of reserve, donc de la preuve de réserve, en tout cas en termes d'actifs sur les acteurs centralisés. Et de plus en plus, on a des articles justement qui traitent de ce sujet-là. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et notamment cet article-là qui était présent chez Investopedia, ils expliquent notamment est-ce que la proof of reserve serait été un moyen pour pouvoir éviter les problématiques qu'on a pu avoir avec FTX et sa faillite, hein, pour le coup. Je vous laisserai y jeter un coup d'œil, mais vous vous rendrez compte qu'en réalité, pour moi, c'est un faux débat, c'est une fausse solution que d'utiliser ces proof of reserve. En effet, les crypto-monnaies aujourd'hui, leur principal objectif, c'est d'apporter une résistance à la censure, mais surtout aussi de limiter le risque de contrepartie et d'éviter le risque de contrepartie. En utilisant les entités centralisées, on se rend compte qu'à chaque fois ça se termine de la même manière, que ce soit pour Celsius, que ce soit pour FTX, que ce soit pour également à l'époque c'était Cryptopia, tous les hacks qu'on a pu avoir, toutes les entités centralisées ont déjà été hackées ou sont sujets à des hacks potentiels ou à des faillites potentielles. Et l'intérêt des crypto-monnaies de manière générale, c'est justement d'éviter ces risques de contrepartie. Pour moi, de toute façon, tant qu'on n'aura pas compris ça, qu'on n'aura pas compris l'intérêt des crypto-monnaies et éviter encore une fois ce risque de contrepartie, on aura beau rajouter des garde-fous en mettant par exemple le cas de la proof of reserve, ça ne changera pas le problème, ça ne changera pas que le fait que selon moi, il y aura toujours un manque crucial de transparence auprès des entités centralisées, auprès notamment des investisseurs retail, pour le coup, parce qu'on se rend compte que les perdants, à chaque fois, c'est toujours les mêmes, c'est les petits investisseurs. Les derniers à se faire rembourser en cas de faillite, c'est toujours les petits investisseurs et les petits dépositaires. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à jeter un coup d'œil à chaque fois quand vous utilisez des plateformes comme Nexo, comme BlockFi, comme Celsius, dans les conditions générales de vente et même dans les interlignes, les mentions légales du site, vous pourrez jeter un coup d'œil et vous vous rendrez compte que c'est marqué noir sur blanc que les dépositaires, en tout cas les investisseurs particuliers, seront ceux qui seront les derniers remboursés ou les derniers à récupérer leur argent si jamais un jour ils ont la possibilité de récupérer leur argent. Ceux qui récupéreront leur argent en premier seront la plupart du temps les investisseurs institutionnels ou les gros créditeurs ou les gros dépositaires, mais les plus petits investisseurs, souvent c'est un peu les dindons de la farce, et c'est souvent ceux, la plupart du temps, qui vont en payer les pots cassés. Et c'est des choses qu'on voit régulièrement arriver et de manière continuelle. Ça a été le cas pour Celsius, ça a été le cas pour Voyager, ça a été le cas pour 3AC Capital, 3 Arrow Capital, ça a été le cas pour Cryptopia, ça a été le cas pour MTGOX en 2013 à l'époque. Bref, on voit à chaque fois ça venir au fur et à mesure du temps parce qu'on injecte du risque de contrepartie dans un actif qui, à la base, est censé faire disparaître ces risques de contrepartie. Et pour moi, rajouter de la proof of reserve, je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pourrez retrouver ce genre d'informations, notamment pour des plateformes centralisées comme Binance, KuCoin ou autres. Pour moi, c'est rajouter des pansements ou des rustines sur un problème qui est bien plus gros que ça et qui est bien plus important que tout ça. Donc finalement, la proof of reserve, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité pour les acteurs centralisés de présenter les actifs qu'ils détiennent dans leur portefeuille froid, notamment une ledger ou autre, en tout cas qui détiennent de leur côté les crypto-monnaies qu'elles détiennent à l'instant T pour apporter une transparence un peu plus importante que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. D'ailleurs, depuis la débâcle qu'on a pu avoir avec FTX, Celsius, etc., la plupart des plateformes centralisées ont publié des audits ou des preuves des réserves qu'ils détiennent, en tout cas les actifs sous gestion qu'ils détiennent au niveau de leurs entités centralisées. Ça a été le cas, là, par exemple, de Kraken, ça a été le cas de Binance, ça a été le cas de KuCoin, ça a été le cas aussi de Coinbase. Et d'ailleurs, c'est des informations que vous pouvez retrouver directement sur les sites comme CoinMarketCap. Si vous allez, par exemple, sur le cas de Bitcoin, vous cliquez dessus, vous allez tout en bas. Et tout en bas, si ça veut bien s'afficher, voilà, vous allez avoir des plateformes comme par exemple Binance, Coinbase, KuCoin, etc. Et quand vous avez ce petit onglet là, cette sorte de petite piécette avec un petit check en vert, c'est tout simplement des données qui sont disponibles pour la proof of reserve. Donc pour pouvoir y jeter un coup d'œil, vous avez simplement à cliquer dessus. Et là derrière, vous voyez voilà, les actifs sous gestion, notamment de Binance. Et là du coup, ce qu'on observe, c'est que Binance aujourd'hui a un peu moins de 69 milliards
de dollars de crypto-monnaies, en tout cas d'actifs qui sont disponibles sur leur portefeuille. Donc en dessous, on est capable de voir les adresses des différents portefeuilles. Là, par exemple, l'adresse du BUSD, de l'USDT, du Bitcoin, du BNB, des Ethers, etc., etc. Et on est capable d'aller sur les explorateurs de blockchain respectifs, à la fois sur Ethereum pour Etherscan, ou pour la Binance Smart Chain, c'est BSC Scan. Pour Bitcoin, il y a plein d'explorateurs de blockchain différents. On est capable du coup de copier-coller ces adresses et de jeter un coup d'œil sur véritablement ce que possède Binance à l'instant T. Ce qui ajoute, selon moi, ce qui est quand même un point positif, ce qui ajoute une certaine transparence. On est d'accord que le fait d'ajouter de la transparence, c'est un point quand même qui est positif, qui est plus positif que la situation dans laquelle on pouvait se retrouver il y a quelques années en arrière où on n'avait clairement aucune visibilité sur ce qui se passe. Par contre, là, selon moi, le fait de rajouter cette proof of reserve, c'est absolument pas suffisant pour ajouter la transparence, en tout cas que je souhaiterais avoir dans l'écosystème crypto. Parce qu'on est d'accord que l'objectif de cette proof of reserve, c'est de montrer, entre guillemets, le niveau de risque que les plateformes centralisées ont. D'ailleurs, je le répète, mais l'objectif des crypto-monnaies, c'était d'éviter ce risque de contrepartie et de ne pas utiliser ces intermédiaires. Là, on rajoute des intermédiaires, donc on rajoute des risques de contrepartie. Mais si derrière, on n'est pas capable de savoir les passifs, donc par exemple les dettes qui ont été contractées par l'entreprise, en fonction de cette proof of reserve, pour moi, ça n'a aucune valeur. Parce que imaginons qu'aujourd'hui, là, Binance est à 68 milliards là, d'actifs sous gestion, mais on n'est pas capable d'avoir à côté la dette qu'a Binance et puis les différentes sources de dépenses qu'elle peut avoir. Derrière, on n'a aucun retour sur le risque potentiel qu'on prend en laissant notre argent sur ces plateformes centralisées. 68 milliards, ça peut être beaucoup, comme ça peut être aussi très peu. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'informations qu'on n'aura jamais, comme par exemple si demain Binance décide d'emprunter 5 ou 10 milliards en déposant en collatéral une partie de leur crypto-monnaie en guise de garantie ou en guise de contrepartie. Si aujourd'hui vous souhaitez investir dans l'immobilier, la banque va vous prêter de l'argent à condition que vous donniez une certaine garantie. Et souvent, ils peuvent prendre en garantie un bien immobilier, par exemple. Dans les crypto-monnaies, c'est pareil. Si vous voulez emprunter de l'argent, il y a certaines grandes entreprises qui peuvent vous permettre d'emprunter de l'argent en donnant en collatéral certaines crypto-monnaies. Pour les particuliers, c'est pas quelque chose qui est très simple à faire. Par contre, pour des entités comme Binance ou autres, je suis convaincu qu'ils ont aujourd'hui la possibilité de faire ça. Mais si demain, par exemple, Binance décide d'emprunter 10 milliards à une banque en déposant les actifs qu'elle détient sous gestion, qui est en grande partie des actifs des utilisateurs, vous ne le verrez pas parce que c'est un prêt qui a été fait off-chain, et du coup c'est des informations qu'on ne retrouvera pas au niveau de la blockchain. On vous dira, bah oui, mais vous inquiétez pas, Binance aujourd'hui a 68 ou 69 milliards d'actifs sous gestion, c'est énorme, et c'est vrai que quand on prend juste comme ça le nombre d'argent que ça représente, en effet c'est beaucoup, mais ça donne aucune idée sur ce qui se passe véritablement en arrière-plan, donc pour moi c'est un peu de l'enfumage, et ça ne répond absolument pas aux problématiques auxquelles on se retrouve aujourd'hui et la problématique d'utiliser encore trop ces entités centralisées. La plupart utilisent ces entités centralisées pour faire par exemple du trading, et aujourd'hui si on veut faire du trading, on n'a pas forcément trop de choix que d'utiliser des plateformes comme Binance ou autres où on a des frais relativement faibles. Malheureusement, quand on fait une activité de trading ou quand on utilise trop ces entreprises centralisées, il y a souvent beaucoup plus d'argent là-dessus, ce qui accentue les risques aussi de hack, les risques de piratage et les risques aussi de faillite, comme on a pu le voir sur des grosses entreprises comme Celsius, comme Voyager, comme FTX, et on n'est pas au bout de nos surprises. C'est pas parce que Binance aujourd'hui est la première grosse plateforme, le leader incontesté dans l'écosystème crypto. C'est un écosystème aujourd'hui qui est très jeune, et demain une faillite de Binance, même si c'est pas le scénario que je privilégie, c'est pas quelque chose d'impossible. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à laisser des fonds sur une plateforme, par exemple laisser vos bitcoins ou vos ethers sur une plateforme juste comme ça, en utilisant la plateforme d'échange comme étant un portefeuille plus simple à manipuler et à utiliser qu'un ledger, par exemple. Il y en a qui font ça. Il y en a qui utilisent des plateformes centralisées, encore une fois, pour faire du trading ou autre, et là, il n'y a pas trop de choix. J'ai envie de dire, on est obligé d'utiliser ces entités-là pour pouvoir faire ce genre d'activité.
Pareil, si on veut faire, je sais que sur Binance, ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Earn, où vous pouvez bloquer certaines crypto-monnaies pour des périodes allant de 30 jours, 60 jours jusqu'à 90 jours. Et derrière, forcément, vous déposez votre argent sur ces plateformes-là, vous allez les bloquer pour une période plus ou moins longue. Plus vous allez bloquer sur des périodes longues, plus vous allez obtenir des rendements intéressants, mais ces rendements ne viennent pas de nulle part. La plupart du temps, ils proviennent d'une activité de trading qui est faite en arrière-plan par ces entités centralisées comme Binance ou autres. Donc plus vous allez bloquer vos fonds longtemps, plus vous allez prendre des risques et plus vous allez obtenir des rendements intéressants, mais ces rendements, encore une fois, ne viennent pas de nulle part. Donc si vous souhaitez utiliser ce genre de fonctionnalité, encore une fois, vous pouvez décider de le faire à condition que vous connaissiez les risques qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, selon moi, ça peut justifier d'une certaine manière de déposer des fonds sur une plateforme, si c'est pour le faire fructifier, si c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres alternatives pour nous, mais si c'est juste pour stocker des fonds, par exemple stocker du Bitcoin, comme ça en guise de portefeuille et de ne rien faire avec, selon moi, ça n'a aucun intérêt d'utiliser des plateformes centralisées aujourd'hui. Et je sais que pour pas mal de personnes qui ne sont pas encore habiles, en tout cas qui n'ont pas encore compris tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto et qui ont un peu peur du côté technique, utiliser une ledger, pour la plupart d'entre vous qui sont dans l'écosystème crypto depuis peut-être plusieurs années, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de pas forcément très compliqué, mais il faut savoir que pour l'écrasante majorité des gens, utiliser une ledger, comprendre le système de clés publiques, clés privées, etc., c'est pas quelque chose de très simple, et je sais que ça peut faire peur à beaucoup de monde. Mais l'intérêt et l'idée générale qui est poussée, qui est véhiculée dans l'écosystème crypto, c'est vraiment de détenir vos clés privées. Il y a un adage qui dit « not your keys, not your coin », pas votre clé, pas vos cryptos. Donc si vous déposez vos crypto-monnaies dans une plateforme d'échange centralisée, considérez que c'est des crypto-monnaies qui ne vous appartiennent plus. Tout comme l'argent que vous déposez aujourd'hui dans des banques, l'argent que vous déposez dans une banque, vous dites « mais c'est mon argent ». Non. La banque a une créance envers vous, elle a une reconnaissance de dette. Et une banque, c'est comme une entreprise, si demain elle fait faillite, comme ça a été le cas en 2008 avec la crise des subprimes pour Lehman Brothers, malheureusement, c'est de l'argent que vous ne voyez pas et que vous ne récupérerez pas. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça, comprendre les risques qu'il y a derrière et puis la responsabilité que chacun d'entre nous doit avoir. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo parce qu'en ce moment, on entend de plus en plus parler de cette proof of reserve, du fait d'apporter plus de transparence auprès des entités, de la part des entités centralisées pour les retail et puis même pour certains investisseurs institutionnels. Mais il faut savoir que derrière, il y aura toujours le risque de contrepartie, il y aura toujours les informations qu'on voudra nous donner, les chiffres, ça peut se trafiquer, pas forcément dans le cas où on utilise un système de blockchain pour le coup où on peut vérifier les informations, mais pour le cas par exemple du proof of reserve que je vous ai donné tout à l'heure, on n'est pas capable de voir les risques qui sont pris avec nos fonds, si on utilise des effets de levier ou autres, si également aussi il y a des dettes importantes qui sont contractées avec les fonds d'utilisateurs, tout ça c'est des informations bien évidemment qu'ils ne publieront pas et tant qu'on n'aura pas compris les risques qui sont liés à l'utilisation de ces entités centralisées, qui auront peut-être un rôle à jouer encore dans les prochaines années, on aura toujours les mêmes problématiques de hack, de faillite, et puis toujours des utilisateurs malheureusement qui termineront par être le dindon de la farce. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets 2 liens importants dans la description de la vidéo. Sachez que dernièrement, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je parle de sujets que j'évoque pas forcément sur cette chaîne Tokens Invaders, où là on se focalise plus sur l'écosystème crypto. Sur cette seconde chaîne, je parle d'indépendance, de liberté financière, je parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de finances personnelles de manière générale. C'est des sujets qui sont très en lien avec justement ce qu'on évoque aussi dans l'écosystème crypto, mais on préfère vraiment se focaliser sur l'écosystème crypto, sur cette chaîne Tokens Invaders. Donc si c'est des sujets complémentaires qui vous intéressent et que vous souhaitez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne qui s'appelle Éternel Étudiant, je le répète, et le lien se trouvera dans la description de la vidéo. Je vous mets également aussi un autre lien important, c'est le lien vers un programme de formation de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dans le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus et en apprendre plus dans l'écosystème crypto. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe et vous pourrez directement vous connecter aussi sur votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.